Bienvenue dans la correction de ce petit examen où on vous demandait de produire un petit tableau de bord qui, en fonction des réponses, vous permettrait d'afficher différentes valeurs. Mon nom est François Parlant et je suis très heureux de vous guider dans cette correction. C'est parti! La première question vous demande de mettre en couleur toute la ligne lorsqu'il y a marqué paiement dans la colonne type. Pour cela, vous devez commencer par sélectionner la totalité de votre tableau en veillant bien à ce que la première cellule active, ici A10, soit un petit peu plus claire. Ensuite, vous pouvez aller dans Accueil, cliquer dans Mise en forme conditionnelle et ici, nous sommes obligés de faire une nouvelle règle. Les Mac, vous penserez bien à choisir Classique dans la première liste déroulante. Pour tout le monde, ensuite, vous devez prendre le dernier choix et pour les PC, n'oubliez pas d'ajouter la couleur car elle n'est pas prise par défaut. On clique et maintenant, nous allons pouvoir faire une formule. Je zoome un petit peu pour que vous y voyez. Ici, notre formule, c'est quand est-ce que cette cellule-là doit être en couleur? Eh bien, tout simplement, lorsque dans la cellule qui est sur la même ligne, dans la colonne type, on trouve le mot paiement. Attention, vous devez impérativement enlever un dollar. N'hésitez pas, mettez-vous au bon endroit et supprimez le dollar, puis mettez-vous à la fin. Le dollar qu'il faut supprimer, c'est celui qui est devant le 10, le numéro de la colonne, de manière à ce que, en descendant, nous puissions passer à la ligne d'en dessous. Je mets mon égal après le 10, j'ouvre les guillemets même si ce n'est pas très visible sur la vidéo, j'écris paiement et je ferme les guillemets. Lorsque j'appuie sur OK, on voit que toutes les lignes avec le mot paiement sont bien en couleur. On vous demande maintenant de rajouter l'expression kilo derrière chacun des poids de produit, mais attention, on veut pouvoir continuer à faire une moyenne sur la colonne. Alors n'hésitez pas, mettez-vous dans une cellule pour qu'on teste. On fait une moyenne sur la colonne, très bien. Et maintenant, ajoutons le mot kilo derrière. Je sélectionne la colonne, clic droit sur les cellules sélectionnées et je vais dans Format de cellule. Ici, dans Format de cellule, on devrait arriver dans la partie Nombre et nous allons modifier la partie Personnalisée. Je zoome un petit peu pour que vous y voyez. Ici, juste après le mot standard, nous allons pouvoir ouvrir nos guillemets, faire un espace et rajouter le K et le G de kilo et fermer les guillemets. On voit dans l'exemple le résultat de ce que nous venons de faire. On peut appuyer sur Entrée. Nous avons maintenant le mot kilo qui est bien derrière chaque nombre et la moyenne de la colonne continue de fonctionner, ce qui n'aurait pas été le cas si on avait mis esperluette, guillemets, kilo directement derrière les éléments. Ici, on vous demande de vérifier que vous maîtrisez l'outil liste déroulante qui permet de s'assurer que l'orthographe est toujours respectée dans une colonne. Je vais donc sélectionner la colonne des types et je vais aller dans Données, puis je vais chercher la petite icône Validation de données. Je clique dessus. Ici, je vais choisir Liste et je vais aller dans la source. Ici, je n'ai rien à écrire, je vais juste aller sélectionner les bonnes informations. On me dit d'aller dans la feuille Compléments et dans les compléments de chercher ce qui nous intéresse. Ici, bien sûr, c'est tous les choix possibles dans la colonne des types. Je sélectionne donc cette zone et je clique sur OK. Et bien voilà, maintenant, dans chacune des cellules, j'ai bien une orthographe stricte pour chacun des éléments possibles de type. On nous demande maintenant de concaténer l'email et le produit avec un trait d'union entre les deux. Pour cela, je vais me mettre dans la première cellule, taper égal, et je vais aller chercher la première brique qui est l'email. Je clique sur le premier email. Maintenant, après cette brique, il me faudrait le trait d'union, mais entre les deux, il me faut de la colle. La colle, je vais utiliser Esperluette de manière à pouvoir démarrer mon trait d'union. Le trait d'union, bien sûr, c'est du texte, il faut donc ouvrir les guillemets, mettre le trait d'union, fermer les guillemets. Maintenant, il me faudrait une troisième brique qui serait le produit. Je vais donc mettre Esperluette à nouveau et je vais aller chercher le produit. À nouveau, je prends le premier des produits. Une fois que j'ai terminé ça, je peux appuyer sur Entrée et j'ai bien mis bout à bout l'email et le produit. Nous allons voir tout à l'heure que ça va nous permettre d'avoir un élément unique pour aller le chercher dans un autre tableau. On sait que l'on va avoir l'emballage dans la feuille complément. Allons voir ce que nous avons. Ici, nous avons pour chaque produit son type d'emballage et probablement qu'il serait utile de mettre ça en tableau. Vous pouvez le faire sous PC avec CTRL L et sous Mac avec commande T.
Ici, c'est bon, la petite case comporte des titres, des en-têtes est cochée. Je peux cliquer sur Entrée. Maintenant, je peux aller faire la formule qui va, à partir de chaque produit, aller mettre le bon emballage. Et bien sûr, il s'agit de la recherche V. Je vais prendre en premier le produit, essayons de le retrouver. Je prends le premier, attention, si vous prenez toute la colonne, vous risquez d'avoir une erreur propagation. Maintenant, je mets point virgule avant d'aller dans la feuille complément et je vais sélectionner tout mon petit tableau. Est-ce que les colonnes sont dans le bon ordre? Eh bien oui, j'ai pris un produit et j'ai bien en premier le produit. Maintenant, quel est le numéro de la colonne qui m'intéresse? C'est la deuxième. Bon, à vrai dire, il n'y en a que deux, c'est assez facile. Et maintenant, est-ce que je veux chercher exactement le produit et prendre son emballage, ou est-ce que c'est grave si je prends un autre produit? Et bien sûr, il me faudrait ici une correspondance exacte. Je vais donc descendre avec mes petites flèches et je vais choisir faux. Lorsque j'appuie sur Entrée, j'ai bien l'emballage qui est attribué à chaque produit directement. Si nous voulons faire un récap, au lieu de prendre chacun des poids et voir combien il y a de colis qui correspondent à ce poids, il faudrait les regrouper en une sorte de gamme de tranches de poids. Pour cela, on nous dit d'aller voir dans la feuille complément ce qui est à notre disposition. Et bien voilà, nous avons un grand texte et bien sûr, si nous voulons faire simplement une formule à partir de cela, il faudrait transformer cela en tableau. Je vais étirer un petit peu la colonne et vous allez voir, je vais me mettre dans la cellule juste après. C'est important parce que si j'ai envie d'utiliser les outils d'intelligence artificielle, il faut que ce soit la colonne d'à côté. Je vais commencer par taper le nom de la première gamme tel qu'il est écrit dans la petite cellule d'à côté. Je mets en dessous, je fais CTRL E et bien sûr j'ai tout qui se remplit. Si le CTRL E ne fonctionne pas, vous pouvez aller dans Données et vous allez cliquer sur Remplissage instantané qui est la petite icône avec un éclair. Nous allons faire pareil avec les poids. Je vais taper 120 et je vais faire CTRL E pour essayer de tout remplir. Et bien voilà, nous avons les données. Maintenant, je vais mettre ça en tableau et comme j'ai pas envie que ça inclue la colonne d'à côté, je vais peut-être décaler les choses. Et bien sûr, ce que je vais mettre ici, ça va être le nom de la gamme, donc je vais mettre gamme, et ici, ça va être à partir de, qui indique le début du poids. Et je pense que l'on peut mettre ça en tableau. Par contre, attention, il y a des choses à modifier. Si vous maîtrisez la recherche X, à vrai dire, il n'y a rien à modifier puisque vous prendrez une colonne après l'autre et donc l'ordre n'importe peu. Par contre, avec la recherche V, il faut absolument mettre en premier la colonne à partir de. Je vais donc faire un premier clic sur la petite flèche noire en haut. Attention, ça ne prend que les données. Il faut que je refasse un petit clic avec la flèche noire pour prendre aussi les titres. Maintenant, je peux cliquer et rester appuyé sur la bordure et me déplacer. Ça, avoir un petit trait, c'est bien parce que ça va mettre la colonne dans le tableau au début du tableau. Par contre, si vous allez trop loin et que vous prenez le rectangle, ça c'est pas bon, ça va faire sortir la colonne du tableau. Donc je prends bien le petit trait et je lâche et maintenant j'ai bien les données qui sont dans le bon ordre. Attention, il y a un deuxième piège. Ici, dans la dernière ligne, on nous disait indiquer léger lorsque le poids du produit est inférieur à 15. Donc c'est pas du tout à partir de 15 qu'il faut le faire, c'est à partir de combien? Je dirais qu'on va mettre à partir de 0, ça me semble pas mal. Maintenant, souvenez-vous, la fonction recherche V a besoin de partir verticalement depuis en haut. Il faut donc absolument que l'on trie du plus petit au plus grand pour que cela fonctionne. À nouveau, si vous utilisez la recherche X, vous n'en avez pas besoin. Il y a à la fin un paramètre qui vous permet de choisir le bon élément, quel que soit l'ordre. Maintenant, nous pouvons faire notre recherche V qui aura quelque chose de spécial à la fin, puisqu'on ne fera pas une recherche exacte mais approximative. Égale recherche V, je vais prendre le poids du premier produit, à nouveau, ne prenez pas la colonne en entier, et avant de changer de page, mettez bien votre point virgule. Maintenant, je vais dans Complément et je prends mon petit tableau. Point virgule. La colonne qui m'intéresse, c'est la deuxième, celle avec le nom de la gamme. Je mets 2. Point virgule. Et maintenant, je veux une approximation, c'est-à-dire entre chaque gamme, prends l'élément. Et c'est donc avec vrai que l'on fait cela. Je clique sur Entrée et j'ai donc les poids, les gammes de poids qui apparaissent directement dans ma colonne. On nous demande maintenant de mettre oui lorsque le type est soit colis abîmé, soit produit abîmé, et de mettre non dans les autres cas. Eh bien, il s'agit d'une condition, mais avec deux éléments en même temps qui doivent être vérifiés. Donc, je pense qu'on pourrait tenter quelque chose comme si,
Et bien sûr, ici, comme on a soit, il faudrait faire une alternative avec ou. Si, ou. Et maintenant, je peux aller prendre le type de produit. Je prends le premier. Si le type de produit est soit égal à, et ici je mets entre guillemets, colis abîmé, alors je crois que c'est un A minuscule, point virgule, mais on a une deuxième condition. Je reclique sur le premier type, point virgule, égal, pardon, et je mets maintenant produit abîmé. Produit abîmé. OK. Je ferme bien la parenthèse du ou et maintenant je dis ce que je veux quand les deux conditions sont remplies. Point virgule. Lorsque on a soit le colis abîmé, soit le produit abîmé, eh bien je veux mettre oui et je le mets bien sûr entre guillemets. Point virgule. Dans les autres cas, on me demande de mettre non, donc je mets non entre parenthèses, entre guillemets, et je ferme la parenthèse. J'appuie sur Entrée, et bien sûr maintenant, j'ai donc les oui et les non qui apparaissent pour les cas où on a un colis abîmé et un produit abîmé. On nous demande maintenant de vérifier s'il y a eu une réponse au questionnaire 2 en nous servant bien sûr de la colonne email produit que l'on a fait tout à l'heure. Comment faire ça? Écoutez, si jamais les gens ont répondu et qu'on a email produit ici, on pourrait peut-être les compter. Et à mon avis, s'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y a pas eu de réponse. On devrait avoir 0. Et si jamais c'est plus de 0, à mon avis, c'est qu'ils ont répondu. Donc ici, on pourrait tester une petite formule nb.si par exemple. N'hésitez pas à faire nb-si-ans si vous êtes habitué. Ici, cela ne change rien. J'ai donc besoin de prendre une plage. On me dit que c'est la colonne email produit qui est importante. Je vais donc aller dans le questionnaire 2 et je vais prendre la colonne email produit. Ah, attention, je m'aperçois que mon tableau n'est pas en tableau, mais bien sûr, on m'avait dit parfois vos yeux vous mentent. Je vais peut-être annuler ce que j'étais en train de faire, revenir dans le questionnaire 2 et le mettre en tableau parce que je pense que pour nos sélections, ce sera beaucoup plus simple plus tard. Et bien voilà, on peut recommencer notre nb.si égale nb.si. Je prends dans le questionnaire 2 la colonne email produit, c'est fait, point virgule avant de changer de feuille, et maintenant je veux compter combien de fois dans le questionnaire 1 on trouve la colonne email produit. Attention, je prends la première cellule. J'appuie sur Entrée et j'obtiens des 0, des 1, des 0 et des 1, et si j'ai envie, je peux même regarder en haut, qu'est-ce qu'on a? On n'a que des 0 et des 1. Et bien maintenant, je pourrais faire une petite colonne qui va transformer cette réponse-là en oui et en non, comme on me le demandait. Je vais donc me mettre à côté, insérer une petite colonne. Ici, ça va être réponse Q2, oui, non. Comme ça, on aura quelque chose. Et bien sûr, vous connaissez la formule qui fait ça. Si ça, c'est égal à 0. Je n'ai pas besoin de guillemets, je vais donc mettre 0. Alors, je mets oui. Sinon, je ne mets rien ou je mets un non. Et j'ai donc les oui et les non qui vont apparaître ici ou ici, des oui et des vides. J'ai hésité à faire une question compliquée avec des mois décalés, etc. Mais finalement, je me suis dit qu'on allait faire une addition toute simple. Pour ajouter 30 jours à l'horodateur, je vais tout simplement prendre au tout début mon horodateur et je vais faire plus 30 et j'appuie sur Entrée. Et bien voilà, c'est fait. Maintenant, on nous demande d'aller récupérer l'horodateur du questionnaire 2. Bien sûr, là encore, l'élément unique, ça va être email produit qui nous permet de faire ça. Mais attention, allons voir dans le questionnaire 2. Si je veux faire une recherche X, eh bien écoutez, tout va bien puisqu'elle ne tient pas compte de l'ordre des colonnes. Par contre, si on veut faire une recherche V et que l'on cherche ici par exemple l'élément, l'horodateur, il faudrait que l'email produit soit du bon côté. Je vais donc faire à nouveau un déplacement de colonne et je vais mettre cela au tout début. Je vous rappelle pourquoi on n'utilise pas forcément la recherche X en cours. Il y a encore des gens qui n'ont pas la recherche X dans leur Excel en entreprise et il y a des gens qui utilisent d'autres tableurs et la recherche X n'y est pas. Donc on continue un petit peu avec la recherche V. Maintenant, nous pouvons travailler. Je vais donc dans mon questionnaire 1. Ici, je vais faire recherche V. L'élément qui me permet de trouver le bon horodateur, c'est bien sûr la colonne que nous avions fait quasiment au tout début avec l'email et le produit. Je clique sur le premier,
point virgule, je vais dans le questionnaire 2, je peux prendre tout mon tableau puisque la première colonne est la bonne, et l'orodateur, point virgule, se trouve dans la deuxième colonne, point virgule, et bien sûr ici je fais une recherche exacte, je vais donc mettre faux. J'appuie sur Entrée et j'obtiens beaucoup de NA. Est-ce qu'il est normal d'avoir autant de NA? Eh bien oui, si les personnes n'ont pas eu besoin de répondre au questionnaire 2, il n'y a pas de réponse. Alors je vous avoue que c'est pas très joli, ce serait bien de remplacer ça par quelque chose qui cache un peu les erreurs. Vous le savez peut-être, ce qui cache les erreurs, c'est soit la scie-erreur, soit la scie non-disp. Les deux sont possibles. Je vais faire une scie non-disp parce que c'est un peu mieux, mais honnêtement, si vous avez fait une scie-erreur, ça ne pose pas de souci. Et on peut appuyer sur Entrée et on va avoir les dates qui apparaissent. Bien sûr, les dates ne sont pas au bon format, ce serait bien d'aller dans Accueil et de choisir le format date courte pour mieux se repérer. Et nous avons donc ici les bonnes dates qui apparaissent pour les gens qui ont répondu au questionnaire 2. Puisqu'on nous demande de faire maintenant une série de conditions, il serait utile d'utiliser la formule appropriée si conditions. Si vous ne l'avez pas, on peut faire des si imbriqués. Ici, on nous demande de ne rien mettre s'il y a non dans la colonne Q2 obligatoire. Je vais donc aller prendre Q2 obligatoire qui est un petit peu plus haut, si je le trouve. Le voilà, je prends le premier. S'il est égal à entre guillemets non, alors je ne mets rien, c'est guillemets guillemets. Point virgule, j'ai terminé pour cette première condition. Revenons au texte. Je vais mettre le mot manquant si la colonne horodateur Q2 est vide. Alors attention, je vais aller voir si la colonne horodateur Q2 qui est à côté est égale à rien, c'est donc guillemets guillemets, et dans ce cas-là, je mets manquant et je vais le mettre entre guillemets pour m'y retrouver. Point virgule, c'était la deuxième condition. Maintenant, je vais mettre hors délai si l'horodateur de Q2 est supérieur au délai maximum. Alors, je vais chercher ici l'horodateur de Q2, point virgule, est-ce qu'il est supérieur à l'horodateur au délai maximum? Je mets donc supérieur et délai maximum. Si c'est le cas, je vais mettre entre guillemets hors délai. Et bien sûr, j'ai mis une petite point virgule entre les deux. Point virgule pour terminer cette condition. Et dans tous les autres cas, je vais mettre délai respecté. Alors tous les autres cas, dans une si condition, il suffit de mettre vrai, comme ça vrai c'est toujours vrai. Et maintenant je vais mettre entre guillemets délai respecté. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. On va donc avoir à certains endroits délai manquant, à certains endroits hors délai ou délai respecté. Et bien sûr rien lorsque cela n'était pas nécessaire. On nous demande maintenant de mettre dans la partie analyse un tableau croisé dynamique qui va mettre l'email de la personne et le nombre de réponses que cette personne a fait au questionnaire 1. Je vais donc me mettre dans le questionnaire 1, je peux me mettre n'importe où, je vais aller dans Insertion, tableau croisé dynamique. Ici, je n'ai pas besoin de tout lire puisqu'on a mis en tableau, il a pris tout le tableau. Par contre, je veux me mettre à un certain endroit. Je vais donc choisir feuille de calcul existante et je vais lui dire à quel endroit je veux que ce tableau croisé dynamique soit mis. Je vais le mettre un petit peu en dessous dans la feuille analyse. J'appuie sur Entrée et bien sûr, j'ai l'espace qui est mis en place pour cet élément. Ce que je voudrais avoir, c'est l'email de chaque personne. Je vais donc le mettre en ligne et je voudrais les compter. Écoutez, je vais prendre l'email et je vais le mettre en valeur. Et j'ai instantanément à côté le nombre de fois où cet email apparaît dans le questionnaire 1. On nous demande maintenant d'avoir les pourcentages par emballage dans les réponses à Q1. Je me remets donc à nouveau dans Q1, je vais dans Insertion, tableau croisé dynamique, et ici on va le créer sur une autre page, donc on clique directement sur OK. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est avoir pour les emballages, eh bien, les valeurs, pour commencer. J'ai donc les données qui me sont proposées, et bien sûr, je dois faire un graphique. Alors, quel graphique mettrait ça directement en pourcentage? Eh bien, vous le savez sûrement, c'est l'anneau qui nous permet de faire ça. Je vais donc cliquer sur anneau, et maintenant, je peux, si je suis sur PC, cliquer sur le petit plus et aller dans légende de données. Si jamais je suis sous Mac, je peux cliquer dans mon graphique, aller dans création, et vous allez voir qu'au début, nous avons ajouté un élément, et dans les étiquettes de données, vous pouvez mettre les légendes de données pour obtenir ce que je viens de faire. Il ne me reste plus qu'à copier mon graphique et aller le mettre dans Analyse à l'endroit où on m'avait indiqué.
Et bien sûr, je dois impérativement mettre un titre, et ici ça va être les emballages, et je vais mettre le petit symbole pourcentage, et ça devrait suffire pour l'instant. J'avoue qu'on pourrait même se débarrasser de ça. Si jamais vous êtes sur PC et que vous voulez enlever ce petit bouton, vous pouvez faire un clic droit et masquer tous les boutons. Les Mac, vous n'avez pas besoin, il n'y est pas. Maintenant, on nous demande le nombre de réponses à QE, mais par type. Écoutez, c'est exactement la même chose. Bon, on le refait si vous avez envie. Je vais donc dans le questionnaire 1, je me mets quelque part dans mon tableau. Insertion tableau croisé dynamique, là encore, on s'en fiche de l'endroit, donc on va cliquer. Et ce qu'on voudrait, c'est avoir les types. Je vais donc prendre les types en ligne, les types en valeur, et on me demande de faire un graphique. Je vais probablement faire ici un simple histogramme, ça devrait aller. Et là encore, je vais afficher les étiquettes, donc ici, étiquette de données. Les Mac, vous pouvez cliquer dans votre graphique, aller dans création et tout au début, vous pouvez mettre les étiquettes qui vous intéressent, soit au bord intérieur, au bord extérieur, bref, comme vous voulez. Comme tout à l'heure, je copie mon graphique, je vais dans Analyse pour le poser à l'endroit qu'on m'avait demandé. Et bien voilà, maintenant il faut faire les filtres. On nous demande de faire bouger ces trois éléments en fonction de si le Q2 est obligatoire, oui ou non. Je vais donc cliquer sur un des graphiques, aller dans Analyse, et je vais rajouter un segment. Et ici, on me dit de prendre Q2 obligatoire. Je clique dessus, et j'ai oui et non. Bien sûr, lorsque je clique, je vois bien que mon secteur bouge, mais pas les autres. Je vais donc faire un clic droit dessus, connexion de rapport, et je vais aller cocher le tableau croisé dynamique et le graphique de manière à ce que tout bouge. Lorsque je fais bouger, maintenant j'ai bien les emails qui changent, le secteur qui change et l'histogramme également. On peut enlever les filtres si on veut. Maintenant, pour faire bouger les éléments en fonction de l'horodateur de Q1, je vais cliquer à nouveau sur mon graphique, aller dans Analyse, mais cette fois, vu qu'on a des dates, je proposerai plutôt de prendre l'horodateur en chronologie, et ici, je vais pouvoir mettre les choses, et on voit que l'on a des mois. Attention, il est normal qu'il n'y ait rien pour la fin de l'année, puisque le questionnaire n'a pas été répondu sur les derniers mois. Par contre, lorsque je me mets au début, cela bouge bien. Et pour faire bouger tous les autres éléments, je fais un clic droit, connexion de rapport, et bien sûr à nouveau, je clique sur les différents éléments. Maintenant, à chaque fois que je fais bouger, j'ai bien mon graphique et mon TCD qui bougent également. Si vous souhaitez ajouter une image, mais qu'elle ne se répète pas en mosaïque, vous pouvez aller dans Insertion, aller dans Illustration, Images et choisir Placer devant les cellules à partir de votre appareil ou d'une bibliothèque. Ici, je vais aller choisir une petite photo pour moi. Bien sûr, une fois que l'image est insérée, je peux faire un clic droit dessus, la mettre à l'arrière-plan et pour chacun de mes graphiques, mettre aucun remplissage de manière à ce que l'on voit un petit peu l'image que j'ai mise derrière. Maintenant, comment faire pour notre segment qui n'est pas très joli et pour notre chronologie de manière à ce qu'on y voit au travers. Pour la chronologie, c'est assez facile. Je clique sur la chronologie, je vais dans le menu chronologie, je choisis la couleur qui me plaît le mieux, je fais un clic droit dessus et je vais la dupliquer. Ce style-là, je vais pouvoir le modifier. Et bien sûr, je vais aller dans chronologie entière, format, et je vais dire que le remplissage, ça doit être aucune couleur. Alors on dirait qu'il est déjà coché, mais il ne l'est pas. Cliquez bien plusieurs fois pour être sûr. Vous faites OK et rien. Pourquoi? Eh bien parce qu'on n'a pas encore choisi la mise en forme qu'on vient de créer. Je déplie tout. Ah oui, c'est celle-là qu'on vient de créer. Il faut la choisir et instantanément, vous voyez que ça s'est appliqué à ma chronologie et que maintenant on peut voir au travers. Si j'ai envie de changer des éléments, je peux retourner dans la chronologie. À nouveau, je prends bien le style que j'ai fait. Cette fois, je n'ai plus besoin de le dupliquer. Je peux le modifier directement et appliquer à chaque partie une couleur de police ou de fond. Pour l'instant, je n'y touche pas, je n'ai pas le temps. Faisons la même chose pour le segment. Je clique sur le segment, je vais dans le menu du segment, je choisis une couleur qui me va à peu près, bon on va prendre celle-là, je fais un clic droit, je duplique, ici je vais dans format, mais par contre l'outil aucune couleur ne marche pas. Il va donc falloir que je prenne une couleur qui ressemble à peu près à la couleur du fond de mon image. Je sais que c'est un petit peu dommage, si jamais vous connaissez le code couleur de votre image, vous pouvez aller dans autre couleur et mettre le code directement.
Ici, je prends ça un petit peu au hasard. Comme tout à l'heure, il faut aller chercher la mise en forme qu'on vient de créer, et voilà à quoi ça ressemblera. Je n'ai pas fait d'affinage pour cet exemple-là. Maintenant, si je connais le code de la couleur de mon image, je vais pouvoir mettre mon image un petit peu en grand, hop, et ensuite je vais appliquer à toute ma feuille une couleur qui ressemble. Là encore, je ne me suis pas embêté, je n'ai pas été chercher le bon code, mais vous pouvez changer une couleur et choisir quelque chose qui ressemblerait à ça, de manière à essayer d'avoir le moins d'écart possible entre l'image et le reste de la page. Si vous faites les choses proprement, on y verra du feu et on aura l'impression que l'image va tout au bout, alors qu'en fait, bien sûr, ça c'est le fond de la page et ça c'est mon image. Maintenant, essayons de préparer l'impression. Imaginons que quelqu'un ait envie de mettre ça dans une feuille PDF pour en garder un souvenir. Bien sûr, à mon avis, c'est pas une bonne idée de garder dans l'impression toute cette partie-là. Ce que je vais donc faire, c'est me mettre un petit peu, décaler mon image et prendre toute la partie qui m'intéresse, essayer de la sélectionner un petit peu. Et ici, on va essayer de dire que c'est cette zone-là que l'on veut imprimer. Pour faire cela, on va aller dans Mise en page, on va faire Zone d'impression et on va faire Définir. Maintenant, lorsque je vais faire CTRL-P, on va voir que seulement cette zone-là va être proposée pour l'impression. CTRL-P, ou alors vous pouvez aller dans Fichier, Imprimer. Bien, on n'a donc pas la longue liste des emails sur le côté, ça c'est bien. Par contre, on n'a pas encore un truc très très propre pour l'impression. Je vais donc ici changer l'orientation, à mon avis paysage ce sera un petit peu mieux, et peut-être que je vais ajuster à une page. Les Mac, vous avez une petite case à cocher pour avoir l'ajustement ou la mise à l'échelle, donc n'hésitez pas à cliquer. Ensuite, ce que je me dis, c'est que ce serait intéressant de savoir à quelle date on a fait cette capture, car il peut y avoir des nouvelles réponses qui soient ajoutées. Pour cela, je vais aller dans Mise en page, les Mac, vous pouvez aller tout en bas de Marge et cliquer sur Marge personnalisée, ça nous amène à peu près au même endroit. Ici, je vais choisir la partie en-tête et pied de page, et je vais aller dans l'en-tête, et ici peut-être que sur le côté, je vais mettre le nom du fichier, en cliquant sur la petite icône fichier, et sur la droite, je vais mettre la date. OK. Peut-être que dans le pied de page, ce que je pourrais rajouter, c'est ici en bas, avoir la page sur laquelle nous sommes, et je vais mettre un slash, le nombre de pages totales. Normalement, ça devrait être le même 1 sur 1. Lorsque je clique sur OK, j'ai donc 1 sur 1 qui va apparaître, la date à laquelle je fais cette impression, cet export en PDF si j'ai envie, et ensuite le nom du fichier d'origine. Maintenant, il serait bon de protéger les formules que j'ai faites. Il y a en effet une partie avec les données et une partie avec les formules. Si j'ai envie que les gens puissent faire des modifications dans la partie sans formule, je dois sélectionner ces cellules et faire un clic droit sur elles. Je vais aller dans Format de cellules, et quand je vais tout au bout dans l'onglet Protection, je m'aperçois que je peux les déverrouiller. Ça voudra dire que lorsque je protégerai ma feuille, ces cellules-là ne seront pas verrouillées, mais tout le reste le sera. Maintenant, je peux aller dans dans Révision, et je peux cliquer sur Protéger ma feuille. Bien sûr, je vous le dis depuis le début, on ne met pas de mot de passe pour l'examen, sinon vos profs ne peuvent pas vous corriger votre examen et c'est rattrapage immédiatement. Donc ici, pas de mot de passe, si vous aviez envie, vous pourriez, on fait OK. Maintenant, je m'aperçois que ici, par exemple, je peux mettre 98 pour le poids du colis, ça ne change rien. Par contre, ici, si je veux supprimer ma recherche V, j'ai un message d'erreur qui me l'interdit. Si on veut absolument ajouter une petite macro, on pourrait faire quelque chose de simple, un petit bouton pour masquer les feuilles qui ne sont pas immédiatement utiles et un petit bouton pour les réafficher. Pour cela, on peut aller dans Affichage, Macro, enregistrer une macro. Ici, on peut l'appeler masquer feuille. Attention, vous ne devez pas mettre d'espace et on vérifie bien que ce sera enregistré dans ce classeur. Je clique sur OK. Maintenant, je vais cliquer sur les feuilles qui ne m'intéressent pas, ce que je veux masquer. Alors, complément, je veux le masquer. Feuille 2, je veux le masquer. Feuille 1 aussi, consigne. Et le petit point. Maintenant, je peux faire un clic droit dessus, masquer les feuilles. Puis je vais peut-être aller dans le questionnaire 1 parce que c'est là que j'ai envie de revenir. Une fois que c'est fait, je vais aller dans Affichage et je vais cliquer sur Arrêter l'enregistrement. Et je ferme la petite aide de Microsoft. Maintenant, si je veux ajouter un bouton, je vais pouvoir le faire, mais il faudra enlever la révision. Alors tant qu'à faire, on va ajouter le bouton pour démasquer directement. Je vais dans Affichage, je fais Macro, enregistrer une macro et je vais l'appeler
afficher, attention, sans espace, feuille, j'appuie sur Entrée, je vais faire un clic droit ici, je vais faire Afficher, je vais tout prendre et je vais faire OK pour les réafficher. Et bien sûr, je pourrais revenir dans le questionnaire 1 avant d'aller dans Affichage, arrêter l'enregistrement. Une fois que c'est fait, et on referme toujours le petit truc de Microsoft, maintenant je vais rajouter mes boutons. Pour cela, attention, il faut aller dans Révision, ôter la révision, et maintenant je peux insérer mes deux petits boutons. Alors on ne va pas s'embêter, on va prendre des petites formes qui ressemblent un peu à des boutons, vaguement. En voilà une, en voilà deux. Ici ça va être masqué, ici ça va être affiché, pour qu'on s'y retrouve un petit peu. Je clique en dehors, je fais un clic droit sur le bouton et je vais dans Affecter les macros. Ça doit être Afficher feuille, OK. Et ça doit être Masquer feuille. Je fais Affecter une macro et je vais faire Masquer feuille. OK. Ben maintenant, testons-les. Est-ce que quand je masque, ça masque? Oui. Et est-ce que quand je clique sur Afficher, ça affiche? Eh bien oui, ça marche. Attention, vous devez impérativement enregistrer votre fichier au format XLSM pour ne pas perdre vos macros. Je vais donc dans Fichier, je vais dans Enregistrer sous, et dans la petite liste déroulante, je choisis bien Classeur Excel prenant en charge les macros, XLSM, et je peux cliquer sur Enregistrer. Et bien voilà, j'espère que vous avez amélioré votre maîtrise de Excel avec nous cette année. Bonne continuation à toutes et à tous, à bientôt, au revoir.